Ça sent sur les taux obligataires, ça se sent même sur l'euro, ça se sent sur le secteur bancaire. On est revenu à l'agitation qui prévalait à chaque coup de grisou en termes d'instabilité gouvernementale en France. Et c'est vrai que quand on a 2-3 sous de côté, quand on prend soin de son patrimoine, on n'est pas forcément très très rassuré. Je vais vous poser une question bête et basique, Gustave. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin ? La question est assez large. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait déjà, nous, plusieurs semaines, plusieurs mois, que ce que nous disent les clients, c'est comment je fais pour protéger mon patrimoine de la dette française et de l'insécurité réglementaire associée justement à ces gouvernements qui se succèdent. Donc malheureusement, on est obligé de répondre à ces problématiques et à trouver des solutions. Je rappelle qu'on a le droit de détenir des comptes à l'étranger dès lors qu'on les déclare. Donc ça, c'est pour les risques de dépôt. Et c'est une première mesure qu'on peut faire si vraiment on est inquiet du système. Et il y a des gens qui ont vraiment cette inquiétude systémique. Et par ailleurs, on peut aussi détenir des contrats d'assurance vie à l'étranger, comme au Luxembourg, ce qui est quelque chose qu'on fait malheureusement de plus en plus. Enfin, malheureusement, heureusement pour nos clients, parce qu'ils nous le demandent. Mais effectivement, on serait ravis que l'épargne soit fléchée vers l'économie française, l'épargne soit fléchée vers la dette française. C'est de moins en moins le cas. Quand on parle d'assurance vie française, souvent on fait l'amalgame d'ailleurs. On confond l'assurance vie et le fonds en euros. C'est deux choses très différentes. Le fonds en euros, en France, il finance essentiellement la dette française. Et ceux qui sont un tout petit peu avertis commencent à se dire est-ce que c'est vraiment là-dessus que je veux avoir toutes mes économies ? Et donc, c'est effectivement des questions qui sont légitimes. Donc, nous, on n'est pas dans l'alarmisme. On est là pour servir des clients et on est plutôt là pour nuancer ses positions. Mais clairement, avec ce type d'annonce, 12 heures pour un gouvernement, je pense que cette tendance va malheureusement s'accélérer. 25 jours pour un Premier ministre et oui, à peu près 12 heures pour un nouveau gouvernement. Mathias Bacchino, c'est vrai que très concrètement, on parlait des sujets. Il reste quand même en filigrane de tout ça, et malgré les bisbilles gouvernementales, ce Premier ministre qui démissionne, etc., une atmosphère de volonté de taxer un peu plus les riches patrimoines. Est-ce que vous pensez que ces considérations vont perdurer après la période d'instabilité qui s'annonce là ? Les boucs émissaires sont toujours pratiques. Quand on est incapable d'agir, quand on n'a plus de solution, eh bien, on cherche un bouc émissaire pour canaliser l'émotion négative de la population. Et donc, le bouc émissaire de ces derniers temps, ça a été les entrepreneurs à succès. Ouais. Ça a été le bouc émissaire de ces dernières semaines. Ça ne règle aucun problème. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'État, dont le rôle dans le système économique est de garantir la sécurité et la confiance dans le système économique, ce rôle-là n'est plus tenu. Et donc, on a une crise politique évidente qui est en train de se transformer en crise financière. Et ce matin, j'ai désormais une certitude plus forte que ça va se transformer en crise économique. Le cercle vicieux économique est enclenché ce matin, à savoir baisse de la confiance de manière générale de l'ensemble des acteurs du système économique, les consommateurs, les entrepreneurs, les investisseurs. Cette baisse de confiance génère moins d'investissement dans l'économie française, et moins d'investissement à une heure où le monde est en train d'adopter une vague technologique majeure de l'intelligence artificielle, c'est une catastrophe de long terme qu'on est en train de préparer du fait de cette absence d'investissement qui va déclencher une hausse du chômage et donc une baisse de la consommation et donc une crise économique qui est en train de se préparer du fait de la crise politique en France. Donc c'est un énorme problème. Moi j'ai une pensée ce matin pour les salariés actionnaires de Engie, de Veolia, de Vinci, de toutes ces boîtes, des bancaires qui souffrent alors que leur gestion n'y est pour rien. Oui, elle souffre uniquement de la perte de confiance dans la capacité de l'État français à assurer la stabilité économique. Donc c'est évidemment une très mauvaise nouvelle et on ne peut que souhaiter un retour au calme. Est-ce que les patrimoines élevés vont continuer d'être un bouc émissaire dans cette période ? Bien sûr. Est-ce que ça peut régler les problèmes de la France ? Non. Certainement pas. Voilà. Donc on est malheureusement dans une impasse et ça va forcément déclencher une crise économique. Je ne sais pas comment le dire autrement à ce stade, alors même que d'autres pays d'Europe cartonnent
Je pense à l'Espagne, par exemple. Oui. Je pense à des pays d'Europe qui ont encore des marges de manœuvre, comme l'Allemagne. Je pense à des pays dont les notes progressent, comme l'Italie et l'Espagne ces dernières semaines. Et c'est vrai que la comparaison fait malheureusement beaucoup de peine, quoi. Gustave, pour abonder dans ce sens, on avait ce matin dans Good Morning Business le patron de Novartis France qui disait un truc qui fait froid dans le dos, qui disait « Nous, on a signé un investissement massif en France il y a 2 ans. Là, dans le contexte actuel, on n'est même pas sûr qu'on le ferait. Je suis jeune entrepreneur, j'ai une idée de génie, je veux monter ma boîte. Là, maintenant, je vais rien faire. Je vais attendre que ça se tasse. Mais ça fait 1 an et demi qu'on attend que ça se tasse et ça se tasse toujours pas. Donc, est-ce qu'au milieu de tout ça, c'est vrai que Mathias nous parle d'une crise financière à venir. Au bout de l'économie réelle, il y a des entreprises qui ont des business à monter, qui ont des investissements à faire et qui, là, sont totalement bloquées. Donc, est-ce que vous aussi, vous pressentez les ferments de ce qui pourrait ressembler à une crise ? Je vous le dis, c'est un peu pire que ça, puisque moi, c'est des épargnants lambda, entre guillemets, ou des personnes privées qui se posent des questions. Moi, j'ai des patrimoines à moins d'1 million d'euros qui m'ont appelé, m'ont dit « Est-ce que vous faites de l'offshoring ?» Ok. La perte de confiance est considérable. Est-ce que vous faites de l'offshoring à moins d'1 million d'euros ? C'est une histoire vraie. Mais oui, mais donc, depuis le début... La question, c'est... alors, on peut le traiter, et encore une fois, ça peut être tout à fait légal, et c'est pas grave, mais c'est des questions qu'on ne devrait pas se poser. C'est exactement ça. C'est des questions qu'on ne devrait certainement pas se poser. Encore une fois, on essaie de nuancer cette situation. Maintenant, le problème, c'est qu'on essaie d'expliquer rationnellement et financièrement une crise qui est une crise politique. Une crise politique assez simple. Il y a des élections qui sont faites. On peut contester le bien fondé ou pas d'avoir mené ces élections. Les résultats, ils disent quelque chose au premier tour et au deuxième tour. D'ailleurs, des choses un peu différentes. Mais quel est le changement de gouvernement depuis ces fameuses élections ? Au premier tour, vous avez un parti qui se dégage à plus de 30%. Il n'y a pas un membre de ce parti qui est représenté dans les gouvernements successifs depuis 1 an. Ensuite, on peut avoir une autre lecture, dire le deuxième tour, finalement, parle plus fort. Dans ces cas-là, il faudrait des membres de la France Insoumise et du Parti Socialiste. Il n'y a pas un membre de ces différents partis qui sont représentés. Il se trouve que la Ve République est un parti de majorité, enfin un système, disons, fait pour des majorités fortes, mais cette structure-là, aujourd'hui, est dépassée. Et quand on regarde tous nos voisins européens, il n'y a pas un pays démocratique en Europe qui n'a pas, avec un parti qui fait 30% ou plus au premier tour, qui n'a pas de représentant de ce parti dans son gouvernement. Ça n'existe pas. Donc là, en fait, on continue de refaire la même chose en disant est-ce que cette fois-ci, en faisant la même chose, ça va marcher ? Surprise. C'est Einstein qui disait le début de la folie, c'est quand on recommence toujours la même expérience avec l'espoir que ça donne un résultat différent. Et nous, on peut s'époumoner à parler des taux, des ratings, mais la simplicité du diagnostic, c'est ça qui est affligeant. C'est la simplicité du diagnostic qui était quand même, a priori, l'intention. On veut clarifier l'opinion des Français, disait le président. Elle a été clarifiée, l'opinion des Français. Est-ce qu'elle est reflétée dans les gouvernements ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mathias. La seule bonne nouvelle, entre guillemets, dans tout ça, c'est les gens. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de donner plusieurs conférences ces derniers jours, ces dernières semaines, et d'être à la rencontre de centaines de personnes, de la classe moyenne, des jeunes, des moins jeunes. Et leur réaction face à ça, c'est de prendre les choses en main. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. On a coutume de dire, à tort, que la France est un pays où on attend tout de l'État, où les gens attendent qu'on s'occupe d'eux, et etc. C'est pas du tout ce à quoi moi je suis confronté. D'accord. Moi, je suis confronté à des centaines de milliers de gens qui ont bien compris qu'il fallait se prendre en main et qui apprennent à évoluer dans ce monde plus complexe, plus difficile, plus incertain, et qu'ils le font plutôt correctement. Donc il y a quand même un impact positif à ça, c'est que les gens découvrent qu'ils peuvent faire pas mal de choses en fait par eux-mêmes pour se protéger, pour se développer, pour s'assurer un cadre de vie, un niveau de vie agréable. Ouais, et c'est ce qu'on peut espérer de cette période en attendant que la classe politique retrouve de l'efficacité, quoi, tout simplement, un peu d'efficacité, parce que là, ils sont en perte de prise, quoi. Il y a plus de prise là sur le réel. Donc nous, ça veut dire que tout le système économique subit la situation, subit l'accélération du changement du monde. Et ça, c'est pas bon. C'est ça. Et ça nous ramène à des sujets qui font l'actualité. Une incertitude de plus sur l'échiquier, mais globalement, ça propulse aussi l'once d'or fin à $4 000, là, quasiment, on est à 3 967, puis le Bitcoin aussi.
Le Bitcoin, mine de rien, à bas bruit, a signé un nouveau record absolu. On est à 126 000 $. Donc on cherche de la réserve de valeur finalement. Est-ce que ça dit pas aussi, est-ce que c'est pas un petit peu signifiant sur l'état d'esprit des investisseurs qui sont en train de se dire, bon, l'économie c'est risqué, le rendement, je suis pas tout à fait sûr de mon coup, mais au moins je veux mettre mes sous à l'abri. Est-ce que c'est pas un signe de plus qu'on a un mouvement de fond dans cette direction-là ? Si, tout à fait, d'autant plus que pour l'instant, les flux institutionnels vers certaines valeurs refuges sont encore modérés. C'est-à-dire qu'on en parlait avant l'émission avec Mathias, il y a encore beaucoup de liquidités. Ces liquidités, jusque-là, justement, sont celles qui soutenaient les actifs productifs, les actifs risqués, les actions. Pour l'instant, ils étaient fléchés, effectivement, vers les grands indices et donc portaient l'économie mondiale et les principaux indices boursiers. Maintenant, on va voir si, effectivement, ça se maintient, parce que si ces grands flux, si ces liquidités se déplacent, au même titre que certains particuliers se déplacent vers des actifs que vous qualifiez de refuge, sachant que le Bitcoin est peut-être plus à débattre que l'or historiquement. Ça dépend des jours. C'est un actif risqué, refuge. On parle de réserve de valeur. Qui certains jours est corrélé au Nasdaq et certains jours plus à l'once d'or. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est les jours corrélés au Nasdaq qu'il faut regarder peut-être de près. Mais en tout cas, pour l'instant, les grands flux des investisseurs institutionnels ne sont pas dirigés vers ces actifs-là. Et donc, tant que ces flux sont dirigés vers l'économie réelle, entre guillemets, ou vers les marchés traditionnels, jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Mathias. On a en fait une situation complètement paradoxale et qu'en plus, nous, vu de France, on va probablement voir un peu de manière biaisée par le pessimisme en France. Donc, au global, les investisseurs mondiaux et les marchés sont quand même en mode, comme on dit, risk on. C'est-à-dire que ça investit, on enchaîne les plus hauts, 35 plus hauts depuis le début de l'année, sauf erreur de ma part, sur les indices américains. Pas d'erreur, c'est ça. Donc, c'est un mode risk on, c'est-à-dire les investisseurs investissent. Le narratif principal, c'est quand même l'amélioration des gains de productivité grâce à l'intelligence artificielle qui est en train d'être adoptée assez massivement dans l'économie. Donc, pour l'instant, la question que les épargnants peuvent se poser, c'est qu'est-ce qui peut refaire basculer le marché en mode risk off ? C'est-à-dire à quel moment les grands investisseurs vont prendre peur ? Et ça, pour moi, c'est directement lié à l'état de santé de l'économie américaine et du marché de l'emploi américain. Le problème, c'est qu'on a manqué de données la semaine dernière pour y voir plus clair aussi. Donc, l'absence de données liée au shutdown peut causer de la volatilité parce qu'on n'a pas la donnée qui nous permet de savoir si la Fed va ou non baisser ses taux fin octobre. Bien sûr. Donc, ce que moi, je vais regarder de très près, c'est vraiment l'évolution du marché de l'emploi aux États-Unis. Et bad news is good news, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. Tant que le marché de l'emploi américain, et c'est évidemment triste à dire, se dégrade, il y a des chances de penser que le marché reste risk on. Voilà. C'est, si on veut donner de la clarté, moi, c'est l'indicateur que je vais regarder, c'est l'emploi américain. Gustave. Oui, parce qu'en fait, c'est la continuation de ce que dit Mathias, c'est juste les taux, en fait. Et tant que le marché se dégrade, on est en capacité de continuer à baisser les taux et donc à maintenir un certain niveau d'investissement. Et typiquement, si on fait le parallèle encore une fois avec la France, la situation qui est en train de se produire, c'est justement une pontification encore un peu plus forte de la courbe des taux longs qui sont de plus en plus élevés a priori, élevés dans l'absolu, mais aussi élevés en relatif par rapport à nos voisins. Et ça va continuer de sérieusement affaiblir la consommation domestique, puisqu'en France, on est quand même un pays de propriétaires immobiliers, par exemple, un marché qui est en crise structurelle depuis déjà plusieurs années et qui n'en est pas sorti. Et dont les conditions vont continuer de se détériorer. Voilà. Donc, effectivement, ces dynamiques, il faut aussi les observer au regard de la dynamique des taux. Et pour le coup, il n'y a rien pour être optimiste de ce point de vue-là. Pour preuve, ce secteur bancaire qui signe les plus fortes baisses de la matinée, mais pas oublier Nexity, parce que c'est vraiment la valeur symptomatique dès qu'il y a de l'agitation politique dans le pays, et là, ça repère 9%. Mais on avait la patronne de Nexity la semaine dernière qui nous disait, mais investir dans l'immobilier, c'est plus rentable en ce moment, il n'y a aucune visibilité. Enfin, c'était assez fou ce qu'elle disait, mais assez vrai aussi.